Viens jouer avec moi au fond de la piscine. Tommy Robertson, 29 ans, se trouve ce 7 mai 1979 dans les bureaux de la Miller Building Company, au 27e étage d'un gratte-ciel de New York. Pour l'instant, Tommy Robertson est dans la salle d'attente. Il jette un coup d'œil désabusé à droite, à gauche. La pièce est pleine. Ils sont au moins une cinquantaine à avoir répondu à la petite annonce. Pas étonnant, avec un texte pareil. Cherche jeune couple avec enfant pour gardiennage, maison de luxe. Travail extrêmement bien rémunéré. Depuis le début de la matinée, c'est le défilé des candidats qui ressortent du bureau du patron, Philippe Miller, la tête basse et le visage fermé. Tommy Robertson, quant à lui, est au chômage depuis 1 an, tout comme sa femme Kate. Ce n'est pas qu'il soit incapable ou paresseux. Il est prêt, au contraire, à accepter les travaux les plus durs. Tommy Robertson est en effet un grand brun qui respire la santé avec son visage énergique et son corps bâti en athlète. Au suivant. Tommy Robertson se lève et entre dans le bureau sans l'ombre d'une illusion. Philippe Miller l'accueille d'un geste bref. C'est un homme entre 35 et 40 ans, l'air assez froid derrière ses lunettes. Le type même du businessman, aussi riche d'initiative que dépourvu de scrupules. Asseyez-vous. Je vais vous poser des questions et vous allez me répondre sans vous étonner et sans faire de commentaires. OK? Tommy réprime une grimace. Le personnage est déplaisant au possible, mais quand on est dans sa situation, on n'a pas le choix. Bien. Vous êtes marié et vous avez un enfant, Bob, 5 ans. Allez-vous à l'église, monsieur Robertson? L'entrée en matière est pour le moins inattendue. Tommy se rend parfaitement compte qu'il serait de bon ton de répondre oui, mais il est brusquement décidé à ne faire aucun effort. Non, je n'y mets jamais les pieds. À sa surprise, le visage du patron s'éclaire. Parfait. Et votre femme? Ma femme fait ce que je lui dis de faire. Très bien. Vous ne croyez donc pas en Dieu? Absolument pas. Vous n'êtes pas superstitieux non plus. Tout ça, c'est des bêtises. Admirable. Est-ce que vous avez fait la guerre, monsieur Robertson? Oui, au Vietnam. Excellent. Dites-moi, est-ce que vous avez été amené à tuer? Tommy Robertson est de plus en plus excédé. Il opte pour la provocation délibérée. Et comment? Et plus d'une fois? Et quelle impression ça vous a fait? Ni chaud ni froid. Philippe Miller se lève. Inutile d'aller plus loin, monsieur Robertson. Vous êtes l'homme qu'il me faut. Le poste est à vous. Tommy Robertson est tellement abasourdi qu'il ne trouve rien à dire. L'autre poursuit. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous connaissez Southampton, dans Long Island? Tommy hoche la tête. Oui, il connaît cette station balnéaire de luxe à une 50aine de miles de New York.
La maison qu'il s'agit de garder est en bordure de mer. C'est une assez grande propriété de 17 pièces avec 6 salles de bain, une piscine, un parc de 2 hectares et une plage privée. Vos fonctions dureront exactement 1 an. Tommy Robertson a enfin retrouvé ses esprits. Et la maison des gardiens? Qui vous parle de maison de gardien? Il n'y en a pas. Vous habiterez la villa même. Bien entendu, vous n'aurez pas à vous occuper de son entretien. Vous aurez 3 domestiques à votre service et 2 voitures de fonction, en plus de la nourriture, du chauffage, etc. Je vous propose 1 000 $ par mois et une prime de 20 000 $ en fin de contrat. Est-ce que cela vous va? Tommy Robertson émerge difficilement de son ahurissement. Une seule certitude surnage en lui: trop, c'est trop. Il parvient à articuler: j'aimerais comprendre. Il refuse le gros cigare que lui tend Philippe Miller. Ce dernier allume posément le sien. Je suis d'accord, monsieur Robertson. À votre place, je penserais comme vous. Tout cela cache quelque chose. Et c'est parfaitement exact. Cela cache quelque chose. Mais rien de malhonnête. Simplement une idée commerciale que je n'hésite pas à qualifier de géniale. Tommy écoute de toutes ses oreilles. Je suis promoteur immobilier et j'ai fait une constatation. Quand un drame particulièrement horrible se produit dans une maison, il arrive parfois que les habitants de la région, à tort ou à raison, ce n'est pas mon problème, prétendent qu'elle est hantée. Conséquence logique, la dite maison devient pratiquement invendable. On peut l'avoir pour une bouchée de pain. Et c'est ce que je fais. J'ai une équipe qui me signale les maisons hantées dans tous les États-Unis et je les achète. Tommy Robertson ne comprend toujours pas où Miller veut en venir. Et moi dans tout cela? C'est justement la trouvaille. Je fais habiter pendant 1 an la maison hantée par un jeune couple avec enfants, et comme rien ne se passe, comme ils sont parfaitement heureux, plus personne ne croit à la malédiction. L'année suivante, je revends la maison le double ou le triple. Tommy est estomaqué par tant de réalisme. Quand même, vous allez loin. Ah non, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous m'avez dit que vous ne croyez ni en Dieu, ni au diable, et que pour convaincre votre femme, il n'y aurait pas de problème non plus. Alors, tout ce que je vous demande pendant cette année, c'est d'être souriant, détendu, et que vos voisins voient que vous êtes heureux. Je vous paye pour être heureux. Ce n'est pas formidable? Si, monsieur Miller. Bon, ce soir, vous décidez votre femme, demain matin, vous venez signer le contrat, et vous partez tout de suite pour Southampton, ok? Juste une question. Qu'est-ce qui s'était passé dans cette maison? L'année dernière, un couple de milliardaires, leur gosse de 6 ans, s'est noyé dans la piscine. Ils n'ont pas supporté et se sont suicidés en jetant leur voiture contre un arbre. C'était leur fils unique. Il s'appelait comment, le gamin? Bob? Pourquoi? Pour rien. À demain, monsieur Miller. Kate Robertson est aussi fragile physiquement que son mari est solide.
Elle a tout juste 21 ans et ses cheveux, d'un blond très pâle, lui donnent quelque chose d'évanescent. Tout comme Tony qui s'y attendait, Kate n'a manifesté aucun enthousiasme quand il lui a annoncé l'incroyable nouvelle. Après avoir couché leur fils, ils discutent dans le living de leurs 2 pièces misérables de Brooklyn. J'ai peur, Tommy. Pas pour moi. Pour Bob. Quoi, Bob? Tu as vu? Tu vas voir sa réaction quand on arrivera dans la maison. Oui, mais tout de même, ce drame affreux, cet enfant qui s'appelait Bob, lui aussi. Ah, je n'aurais pas dû dire cela. Écoute, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a fait l'offre de notre vie. Mais je ne vais pas me laisser avoir par des histoires de bonnes femmes. J'ai dit à M. Miller que ce serait oui, et ce sera oui. Il n'y a pas que cela, Tommy. Est-ce que tu as pensé? Écoute, ça suffit comme ça. Tu vas faire les bagages et demain, à nous, la grande vie. Le lendemain, effectivement, après avoir signé le contrat à la Miller Boarding Company, le couple Robertson et le jeune Bob arrivent dans la luxueuse, la merveilleuse maison de Southampton. Dans sa description, Philip Miller avait été trop modeste. C'est un conte de fées, un rêve des 1001 nuits. On ne voit des choses pareilles qu'au cinéma, dans les super productions à gros budget. La cuisinière, la femme de chambre et le jardinier s'empressent pour leur porter leurs 2 pauvres valises et leur faire visiter les lieux. Il est difficile d'imaginer un tel luxe dans la décoration et le mobilier. Tommy émet un sifflement à chaque nouvelle pièce. « Kate, tu as vu? Non mais, tu as vu ?» Quant au jeune Bob, il trépigne d'enthousiasme. Il est aux anges. Seule Kate n'est pas à l'émotion. Elle glisse à son mari. « Tommy, j'ai peur. » Peur de quoi? C'est ridicule. Je n'ai jamais vu une maison aussi gaie et aussi vivante. Et là, vous la femme de chambre, approchez un peu. Cela fait longtemps que vous êtes là. Monsieur Miller nous a engagés il y a 3 mois. Et depuis 3 mois, vous avez vu un fantôme avec son drap? Vous avez entendu des bruits de chaîne? Non, monsieur, tout est parfaitement normal. Alors tu vois, ma pauvre Kate, allons, ne fais pas cette tête-là. Souris. Souris donc, voyons. On va mener pendant 1 an une vie de milliardaire et en plus, on est payé pour ça. Et tandis que son mari rit de joie en parcourant les immenses pièces qui donnent sur le parc et la plage privée, Kate Robertson soupire. Elle sait, elle, que fantôme ou pas, cette maison représente un grave danger. 6 avril 1980. Il y a maintenant 11 mois que les Robertson occupent la villa et il semble bien que ce soit Toby qui ait eu raison. Rien, absolument rien ne s'est passé. Pas un grincement de porte, pas un souffle de vent inhabituel. Au contraire, l'enchantement, le ravissement. Mais tout a une fin. Dans 1 mois, le contrat se termine et ils devront partir. Et maintenant, c'est le défilé des acheteurs éventuels. Conformément aux ordres de Philip Miller, monsieur et madame Robertson doivent afficher vis-à-vis d'eux la plus parfaite décontraction. Le sourire le plus rayonnant, ils doivent être l'image même du bonheur.
Ce 6 avril, Kate Robertson vient de finir de faire visiter les 17 pièces, le parc avec piscine, la plage privée, à un couple de riches commerçants new-yorkais. À la fin de la visite, la femme la prend à part. « Dites-moi, chère madame, ne s'est-il pas passé un drame ici même ?»« Oui, mais pourquoi me demandez-vous cela ?»« Eh bien, j'ai entendu dire, enfin, certaines personnes prétendent que la maison serait hantée. » C'est absurde, voyons. Croyez-vous que nous l'aurions habitée, mon mari, mon fils et moi, si c'était le cas? Non, bien sûr, je suis ridicule de ne pas y avoir pensé. Je crois que je vais tout faire pour persuader mon mari d'acheter. C'est à ce moment qu'un incident inattendu se produit. Le jeune Bob arrive en courant. Il se jette sur la femme et la tape de toute la force de ses poings de 6 ans. « Va-t'en, 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 Mylène femme, Mylène dame !» Éberlué, Kate Robertson maîtrise son fils. « Arrête! Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou !» Bob se met à pleurer. « Je ne veux pas que la dame vienne habiter ici. Je ne veux pas qu'on s'en aille. Je ne veux pas qu'on retourne où on était avant. Là-bas, c'était pas beau. Ici, c'est beau. Je veux qu'on reste ici. Va-t'en, madame. » Kate parvient à grand-peine à calmer son fils. Mais le soir, après l'avoir couché, elle a pour la première fois une discussion sérieuse avec son mari. « Tommy, ce que je craignais est arrivé. Bob ne supportera pas de reprendre la vie d'avant. Tu te rends compte? Après cette maison, cette vie de rêve, retourner dans notre 2 pièces, on ne peut pas imposer cela à un enfant. Ton monsieur Miller le savait parfaitement, et pourtant il n'a pas hésité à le faire, il est ignoble. » Tommy Robertson hausse les épaules. « Et tout l'argent qu'on a gagné? Il en faudrait 100 fois plus pour acheter la même chose. On pourra avoir un grand appartement un peu plus tard, peut-être. Mais qu'est-ce que cela changera? Eh bien, on se réhabituera. Nous, oui, mais pas Bob. Cela fait quelque temps qu'il est devenu nerveux, qu'il pleure pour un oui, pour un non. Il ne le supportera pas, j'en suis sûr. Un cri retentit dans la chambre de l'enfant. Kate se précipite, suivie de Tommy. Bob est debout près de son lit, en proie à une crise de nerfs. Sa mère le prend dans ses bras, il est terrorisé. « Maman, j'ai vu le petit garçon. »« Quel petit garçon ?» ?»« Il s'appelait Bob, et il avait 6 ans comme moi. Il m'a dit, « Viens jouer avec moi au fond de la piscine. » Je ne veux pas y aller au fond de la piscine. J'ai peur. Je ne sais pas nager. Kate se retourne vers son mari. Elle est horrifiée. Tommy, partons tout de suite. Pas question. Je ne resterai pas une seconde de plus ici. Pas question. Si nous partons avant la fin du contrat, nous n'aurons pas la prime de 20 000 $. Bob, tu vas te recoucher. C'était un mauvais rêve. C'est tout. Allez, Kate. Viens, je te dis. Pendant 15 jours, les Robertson vivent un véritable cauchemar. Toutes les nuits, Bob se réveille en hurlant. Malgré ses cris et les prières de sa femme, Tommy ne veut rien entendre. Le 24 avril au matin, le couple se réveille, un peu plus détendu que d'habitude. Cette nuit-là, ils n'ont pas entendu Bob. Kate va dans sa chambre et elle ressort en hurlant. « Il n'est plus là !» Terriblement inquiet pour la première fois, Tommy explore la maison. Mais Bob n'est pas à l'intérieur, il est sorti. La porte d'entrée est encore ouverte. Tommy court comme un fou, traverse la pelouse entourée de massifs de fleurs, s'immobilise devant la piscine
et plonge. Mais trop tard. Le petit corps qu'il ramène est déjà froid. Il y a un autre cri derrière lui. C'est Kate. Elle contemple l'affreux spectacle, les mains sur le visage, et se met à courir vers le garage. Quand Tommy a compris, c'est trop tard. Encore une fois, sa femme a déjà sauté dans l'une des deux voitures et a démarré sur les chapeaux de roue. Il ne peut que monter dans l'autre et se lancer à sa poursuite. Kate roule comme une folle dans les rues de Southampton. Elle sort de la petite ville. Où va-t-elle? Tommy espère ne pas avoir deviné la réponse. Elle ne va nulle part. Nulle part en ce monde. La suite se passe en quelques secondes. Juste après l'agglomération, au premier virage, Kate Robertson accélère à fond et se jette contre un arbre. Tommy pile dans un hurlement de frein. Il bondit, mais il doit reculer. Le véhicule vient d'exploser et brûle comme une torche. Alors il remonte dans sa voiture, ouvre la boîte à gants, où il a toujours un revolver, et fait demi-tour en direction de New York. Philippe Miller, comme tous les jours, se rend à son bureau à 9h30. De loin, il reconnaît la silhouette de Tommy Robertson. Il l'aborde avec un air peu aimable. « Qu'est-ce que vous faites ici, Robertson? Vous deviez être à Southampton. »« Mais, Robertson, qu'est-ce qui vous prend? Laissez ce revolver! Vous êtes fou, Robertson !» Il y a deux détonations. Et les deux hommes s'écroulent l'un après l'autre sur le pavé de New York. Extrait des journaux du soir. Un drame particulièrement affreux vient d'avoir lieu à Southampton et à New York. Le jeune Bob Robertson s'est noyé dans sa piscine. À la suite de cela, sa mère s'est suicidée et son père s'est fait justice après avoir tué le propriétaire des lieux. Le fait divers est d'autant plus épouvantable que, il y a 2 ans, un drame pratiquement semblable s'était produit au même endroit. À Southampton, tout le monde est persuadé qu'il s'agit d'une malédiction et d'une intervention surnaturelle. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la maison du drame n'est pas près de trouver un acquéreur.